Salut à tous. Pour ce jour, on fera le cours sur les compartiments liquidiens de l'organisme. Les compartiments liquidiens, c'est en réalité les différents milieux où on retrouve les différents liquides de l'organisme, c'est-à-dire le plasma, le sang et autres. D'accord? Donc, ici en introduction, on a comme introduction, le corps humain renferme 45 à 75% de son poids sous forme liquide. D'accord? Et ce liquide est réparti dans des différents compartiments liquidiens, en quoi appelés les compartiments hydriques. Pour la première phrase ici, on dit 45 à 75% du poids de l'homme est composé de liquide. Donc, ce qui veut dire que si on prend par exemple un sujet adulte qui pèse, qui pèse 70 kg, dont son poids en pourcentage vaut 100%. Et comme on sait que on a 75% du poids sous forme liquide, donc on va chercher à avoir le poids de cet individu en kilogrammes. Le poids du liquide, le poids du compartiment hydrique de cet individu en kilogrammes. D'accord? Donc on a un point d'interrogation ici pour dire que les 75%, pardon, pour dire que les 75%, qui sont bien évidemment ici, le 75% du poids sous forme de liquide, à combien de kilogrammes du poids de cet individu correspond-il? C'est ce qui est là qu'on a mis un point d'interrogation. Et comme depuis les classes de primaire, on a toujours eu cette fameuse règle en croix qui nous dit si on a 70 kg du poids normal d'un individu, dont en tout on a 100% de son poids, et que on veut estimer en kilogrammes les 75% du poids liquidien de cet individu, qu'est-ce qu'on aura? D'accord? Donc, on fera 75%. On fera 75% multiplié par les 70%. 75% multiplié par les 70 kg, pardon. D'accord? Divisé par les 100% du poids total de cet individu. Donc, on fera 70 kg multiplié par 75% multiplié par 75% divisé par les 100% du poids total de l'individu. Et ça, lorsqu'on met dans la machine, on aura 52%. On aura 52 kg environ. On aura 52 kg environ du poids liquidien de l'organisme de cet individu. Ce qui fera en litres 52 litres environ. D'accord? Mais ça, c'est des questions que je crois bien que le professeur ne pose pas trop au tronc commun. Mais vous êtes tous censés connaître et maîtriser tout ce qui est écrit dans les différents documents. Parce que c'est un concours, je rappelle. Donc, on continue. Donc ici, on a 40
45% à 70% du poids sous forme de liquide. Et qu'on a dit que ce compartiment liquidien est aussi appelé compartiment hydrique. Voilà, c'est juste des synonymes. Ok. Ceci étant, on a deux grands compartiments liquidiens. Le milieu intracellulaire, qui est égal, qui signifie le liquide à l'intérieur des cellules, qu'on a abrégé LIC. LIC pour dire liquide intracellulaire. Et le liquide extracellulaire. Liquide extracellulaire, liquide à l'extérieur des cellules, qu'on a appelé LEC. C'est le milieu intérieur. D'accord? Ici, il y a deux choses à ne pas confondre. On a le milieu extérieur et le milieu intérieur. D'accord? Le milieu extérieur, en réalité, je vais faire cette petite marionnette pour bien vous expliquer en réalité. Quand on parle de milieu extérieur, le milieu extérieur, en réalité, si on fait cette marionnette, on a cet individu qui est là. D'accord? Je dessine comme ça. D'accord. Le milieu extérieur, c'est ce qui se trouve aux alentours, à la lumière, autour de l'individu. C'est ça qui est le milieu extérieur. C'est le milieu qui est extérieur à l'organisme humain. D'accord? Et ce milieu extérieur aussi, on va le rencontrer aussi au niveau de la cavité buccale en fait. La cavité buccale, c'est-à-dire au niveau de la bouche. Lorsque un être humain ouvre la bouche et il veut manger, lorsqu'il ouvre la cavité buccale, on voit que la bouche est en contact direct. La bouche ouverte est en contact direct avec l'extérieur, avec la lumière extérieure. Donc, le tube digestif, tout le tube digestif jusqu'à l'anus, est aussi appelé le milieu extérieur, qui n'est pas à confondre avec le milieu extracellulaire. D'accord? Le milieu extracellulaire qui est écrit ici n'est pas à confondre avec le milieu extérieur. D'accord? Ce milieu extracellulaire est appelé le milieu intérieur. Ce qui est écrit ici. Le milieu intérieur. Est-ce que je me fais comprendre? Ce milieu que j'ai mis ici, je reprends encore. Ce milieu que j'ai mis ici, autour de l'individu, et aussi de la cavité buccale, c'est-à-dire le tube digestif jusqu'à l'anus, est appelé le milieu extérieur et non pas le milieu extracellulaire. D'accord? Donc, maintenant qu'on a fini avec le milieu extérieur, il va expliquer la notion de milieu extracellulaire et de milieu intracellulaire. Restons ici pour mieux expliquer. Je vais redessiner encore cette même marionnette. D'accord? On a ça. Sa tête qui est là. On aura sa bouche peut-être ici. On aura son cou ici. Voilà. Et voici. D'accord? Le milieu extérieur. Milieu extérieur. C'est le milieu qui est aux alentours de l'individu. Et aussi la cavité buccale jusqu'à l'anus, c'est-à-dire le tube digestif. Parce que ce tube digestif, lorsqu'on prend l'aliment et qu'on met dans la bouche, dans la cavité buccale, cette cavité buccale est en contact direct avec la lumière extérieure. Et on voit que ça va rentrer dans
dans l'œsophage jusqu'à l'estomac, jusqu'à l'estomac, tout ce milieu-là constitue le milieu extérieur. D'accord? Maintenant, le milieu intérieur, d'abord le milieu extracellulaire, qui est égal au milieu intérieur. Je prends par exemple, voici, je dessine ici le cœur de cet individu, qui se trouve quelque part ici. Dans ce cœur, on aura peut-être les vaisseaux qui vont quitter par exemple du bras jusqu'ici, du pied jusqu'à ici, les vaisseaux, c'est-à-dire les artères et autres. D'accord? Dans ce cœur-là, on a les globules rouges dans ce cœur-là. Dans ce cœur-là, on aura les globules rouges. D'accord? On aura les globules rouges. Et dans les artères aussi, on aura les globules rouges et autres. D'accord? Ces globules rouges, en réalité, sont des cellules. Ces globules rouges qui se trouvent dans ce cœur sont des cellules. D'accord? Donc, à l'intérieur de ces globules rouges est appelé le milieu intracellulaire. Est-ce que je me fais comprendre? À l'intérieur de ces globules rouges est appelé le milieu intracellulaire, puisque les globules rouges sont des cellules et donc à l'intérieur des cellules, on a le milieu intracellulaire. D'accord? Maintenant, le milieu extracellulaire, c'est le milieu qui se trouve autour des cellules, autour des globules rouges. Je rappelle que les cellules, on a les globules blancs, on a les globules rouges, on a plein de cellules, on a aussi les mitochondries qui sont des cellules. Voilà, on a la mitochondrie, on a aussi la mitochondrie, on a les plasmocytes qui sont aussi des cellules. Mais dans notre cas ici, j'ai pris par exemple les globules rouges qui sont des cellules qui baignent dans le milieu intérieur. Le milieu intérieur est égal au milieu extracellulaire, que je répète encore, parce que c'est des bases à comprendre pour mieux avancer en fait. Donc, ces globules rouges qui se trouvent dans ce cœur et qui se trouvent aussi dans les vaisseaux, c'est-à-dire dans les vaisseaux du bras, les artères et autres, sont dans le milieu extracellulaire. C'est-à-dire tout le milieu qui se trouve autour de ces globules rouges, que j'ai dessinés ici, est appelé le milieu extracellulaire parce que c'est à l'extérieur des cellules. D'accord? Et ce milieu extracellulaire là est le milieu intérieur. C'est ça qu'on appelle le milieu intérieur. Donc, milieu milieu extracellulaire Donc le milieu extracellulaire est égal au milieu intérieur. D'accord? Je crois que les fondements seront bien établis. Arriver devant, ça sera plus facile à comprendre. Ok. Donc, je crois bien que ici, on a bien compris ça. Donc, je vais réexpliquer encore. On a eu le milieu extérieur. Le milieu extérieur. Le milieu extérieur. Le milieu extérieur est le milieu qui se trouve à l'extérieur de l'organisme. C'est-à-dire où on trouve la lumière extérieure. C'est-à-dire que c'est autour de l'individu. Autour de l'individu, au niveau de sa peau, était le milieu extérieur. Et aussi, au niveau du tube digestif, de la cavité buccale jusqu'à l'anus, constitue aussi le milieu extérieur. D'accord? Que j'ai dit de ne pas confondre
ce milieu extérieur au milieu extracellulaire qu'on appelle aussi le milieu intérieur. Donc, le milieu intérieur, celui-ci est le milieu intérieur. D'accord? Maintenant, le milieu le milieu extérieur. Ici, celui-ci est le milieu extracellulaire, pardon. Le milieu extracellulaire et le milieu intérieur. Donc, plus que c'est extracellulaire. Donc, intracellulaire est le milieu qui se trouve à l'intérieur des cellules. Le milieu intracellulaire, maintenant, c'est le milieu qui se trouve à l'intérieur des cellules. D'accord? On va avancer. Donc ici, on a dit, on a deux grands compartiments liquidiens. Je rappelle encore ici. Ici, on n'aura pas affaire au milieu extérieur. On n'aura pas affaire au milieu extérieur. On n'aura pas affaire à ce milieu-là, à ce milieu extérieur-là. On n'aura pas affaire à lui. On aura affaire plutôt au milieu intérieur. Au milieu intérieur et au milieu intracellulaire. Donc au milieu extracellulaire qui se trouve à l'extérieur des cellules là. À l'extérieur des cellules là. Et le milieu intracellulaire qui se trouve à l'intérieur des cellules ici. D'accord? Deux grands compartiments liquidiens. Le milieu intracellulaire, liquide à l'intérieur des cellules, qu'on a abrégé LIC, et le milieu extracellulaire, le liquide à l'extérieur des cellules, qu'on a abrégé LEC, c'est le milieu intérieur. Et ça, c'est très bien. Il faut le souligner. Le milieu extracellulaire est égal au milieu intérieur. D'accord? Donc, l'intérêt de ce cours. L'intérêt de ce cours, c'est de comprendre que le milieu intérieur approvisionne les cellules en oxygène et en nutriments et les débarrasse des déchets de leur métabolisme. Maintient des caractéristiques du milieu intérieur ou homéostasie. C'est-à-dire ce cours va nous permettre de comprendre le maintien du milieu intérieur qu'on appelle aussi l'homéostasie. D'accord? De maintenir les paramètres du milieu intérieur constants. C'est-à-dire sans qu'il y ait un excès de peut-être d'oxygène au niveau des cellules et sans qu'il y ait aussi un grand déficit d'oxygène au niveau des cellules. D'accord? Donc, on a dit que le milieu intérieur, qu'on appelle aussi le milieu extracellulaire, qu'on appelle aussi le milieu extracellulaire. Le milieu intérieur, qu'on appelait aussi le milieu qu'on appelle aussi le milieu extracellulaire. On appelle aussi le milieu extracellulaire. Qu'on appelle aussi le milieu extracellulaire. Va approvisionner en oxygène les cellules. Là, je voudrais vous montrer quelque chose d'important encore. Vous expliquer certaines choses. On a eu à dessiner le cœur là-bas. D'accord? Donc, on a ça. Voici. Voici les vaisseaux qui sont là. D'accord? Ça, c'est la tête qui est là. Et on a ici, peut-être... voilà. D'accord? Et on a les globules rouges à l'intérieur. Ça, c'est dans les capillaires. Ici, c'est dans le milieu interstitiel. Voilà. Ce sont les globules rouges qui sont là, en réalité. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit le milieu extérieur. Le milieu extracellulaire, pardon. Le milieu extracellulaire.
qui est là, qui est le milieu intérieur, va approvisionner en oxygène les cellules. C'est-à-dire, lorsqu'on va respirer le vent, et ça va rentrer, on va respirer l'air, pardon, ça va rentrer dans la cavité des poumons, et que le poumon va transmettre au milieu extracellulaire, on aurait ici l'oxygène. On aurait ici l'oxygène, O2, O2, O2. Dans le milieu extracellulaire, O2, 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 O2. D'accord? Et ça, ce sont les globules rouges. Bon, je peux encore ici même mettre aussi les mitochondries si vous voulez pour mieux vous faire comprendre certaines choses. On aura aussi les mitochondries ici aussi. Les mitochondries ici avec les crêtes à l'intérieur, les mitochondries aussi avec les crêtes à l'intérieur. D'accord? Donc, le milieu extracellulaire qui se trouve autour des cellules sera rempli d'oxygène et va donc approvisionner ces différentes cellules en oxygène. C'est-à-dire les globules rouges vont prendre l'oxygène pour pouvoir survivre. Parce qu'en réalité, toutes les cellules de l'organisme vivent avec l'oxygène. Sans oxygène, toutes les cellules de l'organisme meurent. D'accord? Donc, l'intérêt, c'est que le milieu extracellulaire, qui est appelé le milieu intérieur, va approvisionner les cellules en oxygène. Et ce qui est écrit ici. Ce qui est écrit ici, au niveau de l'intérêt. Milieu intérieur approvisionne les cellules en oxygène et en nutriments et les débarrasse des déchets de leur métabolisme. D'accord? Quand on parle des déchets du métabolisme, il faudrait savoir que les globules blancs, lorsque un étranger arrive dans l'organisme, les globules blancs vont digérer, en particulier les macrophages, vont digérer cet étranger qui est arrivé dans l'organisme. Parce que ces macrophages vont assurer la défense immunitaire. Donc, lorsqu'ils vont digérer ces différents bactéries, ces différents agents pathogènes qui vont rentrer dans l'organisme, la digestion en réalité par les macrophages de ces différentes bactéries, c'est ça qu'on appelle aussi le métabolisme en fait. Donc, lorsqu'on finit de digérer ces différentes bactéries, après, ils vont les déverser dans le milieu extracellulaire, c'est-à-dire hors du milieu intracellulaire. Et lorsqu'ils vont déverser dans le milieu extracellulaire, c'est encore dans ce milieu extracellulaire, dans le milieu intérieur, qu'ils vont déverser encore leurs déchets de leur métabolisme. Ils vont se débarrasser des déchets de leur métabolisme. D'accord? En fait, on va doucement pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Donc, maintenant, maintien des caractéristiques du milieu intérieur ou homéostasie. C'est-à-dire que l'intérêt de ce cours, c'est de nous faire comprendre aussi que, en réalité, ces deux milieux intracellulaires et extracellulaires vont permettre à l'organisme d'être équilibré en fait. C'est-à-dire lorsque on a trop de liquide dans le milieu intracellulaire, il faudrait que ce liquide-là soit en égalité avec le liquide extracellulaire. Donc on aura un équilibre en réalité. Et en réalité, c'est cet équilibre-là. En réalité, c'est cet équilibre-là qui est appelé en réalité l'homéostasie en fait. D'accord? Donc, on continue. L'homéostasie a été décrit par Walter Bradford Cannon en 1932. Stasis est égal à état-condition. Homéos semblable. Stabilité de l'environnement interne.
qu'on appelait l'EC, état de dynamique. D'accord? Bon, ça c'est des choses pour juste rappeler un peu l'histoire. Sinon, on ne pose pas en réalité des questions sur ce genre d'informations. On va continuer un peu, arriver ici. Ok. Ici, on a toujours l'intérêt de ce cours. Nous sommes toujours de l'introduction. Donc ici, perturbation des caractéristiques des compartiments. Première perturbation des caractéristiques d'un compartiment liquidien, c'est la déshydratation. C'est-à-dire un individu qui a fait un sport, qui a fait le sport pendant peut-être 1 heure et demie, aura une sensation de soif. Et cette sensation de soif-là traduit en réalité la perte de liquide, soit dans le milieu intracellulaire, soit dans le milieu extracellulaire. Mais c'est des choses qu'on verra plus lorsqu'on va arriver un peu devant. Anomalie du fonctionnement des cellules. Voilà. C'est aussi un intérêt aussi de cette étude des compartiments liquidiens aussi. Anomalie du fonctionnement des cellules. Une cellule qui manque d'eau, qui manque de liquide, va aussi mourir. Voilà. J'avais déjà dit tantôt là-bas. Donc, on continue. Voici un peu le plan du cours qu'on aura à faire. On aura aussi des mises en évidence, des techniques de mesure, des résultats, des caractéristiques, composition et échange entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. On aura aussi des régulations en fonction des circonstances, c'est-à-dire l'individu peut-être a eu une grande blessure et le sang coule à flot. Et comment est-ce que l'organisme va réguler cette grande perte de liquide? Là aussi, il y a différents mécanismes de la régulation. On aura après les applications pratiques et on fera la conclusion. Donc, mise en évidence, technique de mesure, résultat. Principe de la mesure, méthode de dilution. Donc ici, on aura les principes de mesure des différents compartiments liquidiens. C'est-à-dire, comment on va mesurer le liquide qui se trouve dans le milieu extracellulaire et comment est-ce qu'on pourra mesurer le liquide qui se trouve dans le milieu intracellulaire. Comment est-ce qu'on pourra mesurer 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 le liquide qui se trouve ici et le liquide qui se trouve à l'intérieur de la cellule? Ça, en réalité, qui sont les principes de mesure. Voilà. Méthode de dilution, mesure de la concentration d'un indicateur substance. Donc, pour mesurer ces différents milieux, on aura à injecter des substances dans ces différents compartiments. D'accord? Et on aura des substances qui pourront traverser cette paroi, cette membrane plasmique des cellules pour entrer dans le milieu intracellulaire. On aura aussi des substances qui auront la capacité de traverser la paroi de ces capillaires-là parce que on sait que on a ces capillaires qui sont là et en plus ces capillaires, on a l'interstice. L'interstice, c'est le milieu, c'est aussi le milieu extérieur aussi. L'interstice, le milieu interstitiel fait partie aussi du milieu extérieur, fait partie aussi du milieu intérieur, du milieu extracellulaire en fait. Voilà. Mais en réalité, lorsque on prend les vaisseaux, lorsqu'on prend peut-être les veines, le sang passe dans les veines, mais les veines se trouvent dans un milieu aussi, qui est aussi appelé le milieu extracellulaire aussi. D'accord? Donc, lorsque peut-être on va injecter une substance, à un individu, comment est-ce que, parce qu'il y a des substances qui vont traverser cette paroi-là, des capillaires, et qui vont rentrer dans le milieu ici, et il y a d'autres qui vont traverser, et cette paroi des capillaires,
et cette paroi des cellules aussi, qui est la membrane plasmique, pour rentrer à l'intérieur de la cellule. Et en ce moment, cette substance va mesurer la totalité du liquide de l'organisme. D'accord? On aura toutes ces explications devant, mais je vous donne un avant-goût pour mieux préparer votre cerveau à mieux assimiler ce qui viendra devant. Donc, principe de mesure. Méthode de dilution. Mesure de la concentration d'un indicateur. D'accord? On parle de méthode de dilution. On va diluer les différents liquides pour pouvoir voir en réalité comment est-ce que le liquide est réparti dans l'organisme, qui se dilue de façon homogène dans tout le compartiment à étudier. Lorsqu'on va injecter le produit pour pouvoir mesurer le compartiment, il faudrait que ce produit-là, cette substance-là, soit homogène. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que cette substance-là reste dans un certain endroit et n'arrive pas à cet endroit. Il faudrait que cette substance-là se répartisse dans tout le milieu à mesurer. Principe de mesure. Méthode de dilution repose sur le principe de conservation de masse. La conservation de masse, je sais que vraiment vous avez déjà fait ça. La conservation de masse depuis le secondaire, on parle de VICI est égal à VF est égal à VFCF. C'est-à-dire la concentration initiale multipliée par le volume initial est égal à la concentration finale multipliée par le volume final. Ça, c'est ça qu'on appelle la méthode de dilution repose sur le principe de conservation de masse. D'accord? Souvent, c'est des thèmes aussi qu'il faut maîtriser. Hein, parce que souvent, dans les QCM, dans les QCD, ils vont poser peut-être cette question. Sur quoi reposent les méthodes de dilution? Et ils vont mettre différentes propositions. Et si tu vois principe de conservation des masses, tu coches. D'accord? La masse de l'indicateur doit être dispersée dans tout le compartiment et à la même que la masse qui a été introduite. Ça, j'expliquais depuis là-haut. La masse de l'indicateur. L'indicateur, en réalité, quand on parle de l'indicateur, c'est la substance. C'est la substance qu'on va prendre pour injecter à l'individu. C'est ça qu'on appelle l'indicateur. Voilà, ne soyez pas troublés. L'indicateur, c'est la substance qu'on va injecter à l'individu pour pouvoir mesurer le compartiment. Donc, comme je le disais tantôt, voici l'indicateur qui se trouve ici, dans la seringue. Qui se trouve ici, voilà. Donc, le principe de conservation des masses. Donc, voici ici, on a le volume initial et la concentration initiale. D'accord? On va prendre cette substance avec son volume initial et sa concentration initiale pour introduire dans un liquide. En réalité, c'est juste montrer un peu, illustrer comment est-ce que on fera cette dilution pour pouvoir mesurer le compartiment. Et tel que je disais ici, ça c'est le volume initial et ça c'est la concentration initiale, CaVA, qu'on a dit est égal à QA. En réalité, ça représente le nombre de moles, la quantité de matière. Donc on met QA, c'est la quantité de matière en fait. Voilà. Donc ici, on arrive ici. Étape 2. On va prendre cette première substance pour introduire dans un milieu. Et là, on voit que ici, cette substance qui était ici, qu'on a introduit dans ce volume-là, voici ce qu'on a obtenu. On voit que la substance avec ses petits molécules à l'intérieur ont pratiquement homogénéisé tout le liquide dans lequel ils ont introduit. C'est pourquoi on a dit qu'en réalité l'indicateur doit être homogène et se répartir dans tout le compartiment étudié. D'accord? Donc ici, en réalité, c'est le volume du compartiment qu'on cherche en réalité. En fait, ici, c'est une illustration. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Si on veut bien expliquer en réalité, on a
Je vais reprendre encore les dessins pour que vous puissiez comprendre. Je vais bien expliquer ça. On a ici peut-être, non, ici l'individu qui est là. D'accord? Et on prend la substance. En réalité, le fait d'avoir déversé dans cette substance, c'est un peu nous dit de la manière on va introduire dans le corps humain. Donc, on prend ça et puis on injecte ici au patient. D'accord? Maintenant qu'on l'injecte, en réalité, lorsqu'on injecte, on injecte dans les veines. Donc, on aura ça. On aura ici le cœur ici. D'accord? On aura la cellule dans le cœur ici. D'accord? Maintenant, la substance qu'on a ingérée. La substance qui se trouve dans ça, je vais la mettre en jaune. Elle va rentrer à l'intérieur ici. D'accord? Il faudrait qu'elle soit homogène. Si c'est le milieu extracellulaire qu'on veut mesurer, il faudrait que ça homogénéise tout le milieu extracellulaire sans toutefois rentrer dans le milieu intracellulaire. Sans toutefois rentrer dans la cellule. C'est la cellule en réalité qui est dessinée en bleu. C'est-à-dire qu'elle doit totalement homogénéiser tout le milieu extracellulaire. D'accord? Donc ici, elle va homogénéiser tout le milieu extracellulaire, rentrer dans tous les vaisseaux, dans tous les veines et autres. D'accord? Tandis que ici, les cellules, à l'intérieur des cellules, le liquide, la substance n'est pas rentrée. Donc en ce moment, on connaît le volume de la substance qu'on a injectée. On connaît aussi la concentration de la substance qu'on a injectée. Et donc, lorsqu'elle va rentrer dedans, on connaît aussi, on va en ce moment estimer en même temps le volume final, puisqu'on connaît déjà le volume de la substance qu'on a injectée. Donc, lorsque on va injecter à cet individu, on saura maintenant, puisqu'elle doit totalement homogénéiser tout le compartiment extracellulaire. Donc, donc en ce moment, on saura maintenant quelle est la substance, quel est le volume, du milieu extracellulaire au niveau du cœur. D'accord? Donc, c'est un peu l'illustration qu'ils ont fait qui est là. Donc, c'est ça. On va homogénéiser. Donc, ici, ce qu'ils ont fait, volume VB, concentration B, et la concentration B du liquide au niveau extracellulaire du cœur, on connaît presque déjà. Mais en fait, c'est le volume en réalité, on cherche le volume du milieu extracellulaire du cœur. Dans l'exemple qu'on a pris, qu'on cherche. Donc, voici le VB qui est la cellule, on cherche en réalité. Le volume extracellulaire. Le volume extracellulaire qu'on cherche, c'est ça. Donc, puisqu'on dit ça, ça repose sur le principe de conservation des masses. On a QA égale la quantité de matière A, égale la quantité de QA qui est la quantité de matière A qui est égale à la quantité de matière B, qui représente aussi la quantité de matière finale. Donc, ici on a ça, Tu verras que ici on va chercher. Oh putain, pourquoi ça fait ça comme ça? Donc ici on aura nous sommes ici. Oh putain, ça n'affiche pas bien en bas ici. Sinon en réalité ici c'est le VB qu'on a tiré. On a tiré ici le VB qui est ici. Donc ça fait ça. On va écrire en haut ici pour que vous puissiez voir. Donc ici on a le VB qui est là. On va tirer le VB qui sera égal ici à
VA. Oh putain. Ce serait égal ici à VA multiplié par CA divisé par CB. En réalité, c'est ce qui est écrit en bas ici. Voilà. Le volume du liquide du compartiment étudié est VB. Donc, c'est ce qu'ils ont écrit en bas ici en réalité. C'est ça que j'ai remis ici. Parce qu'en réalité, c'est le volume du compartiment étudié qu'on cherche. Donc, voilà. Donc, la méthode de mesure. Le choix d'indicateurs. Je vous ai dit auparavant que l'indicateur en réalité représente la substance qu'on va introduire dans le compartiment à mesurer. Donc, choix des indicateurs. Les indicateurs utilisés doivent remplir des critères communs et spécifiques. D'accord? Donc, quand on parle des critères communs, ça dit que le critère commun, c'est le critère que chaque indicateur coloré qu'on doit prendre pour mesurer un compartiment doit forcément avoir. Et les critères spécifiques du compartiment à explorer, c'est que lorsqu'on prend une telle substance par rapport à une autre substance qui, elle, peut-être doit mesurer le compartiment extracellulaire, n'aura pas les mêmes effets que celui qui doit mesurer le compartiment intracellulaire. D'accord? Parce que celui qui doit mesurer le compartiment extracellulaire ne doit pas rentrer dans la cellule. Mais celui qui doit mesurer le compartiment total de choses, qui doit mesurer le liquide total de l'organisme, doit seulement rentrer dans la cellule, doit aussi rentrer aussi dans le milieu extracellulaire aussi. C'est pourquoi ici on parle de choses, critères spécifiques. Maintenant, critère commun, c'est que l'indicateur qu'on doit utiliser doit être homogène et ne doit pas être excrété ni métabolisé. C'est ce qu'on dit ici en réalité. Donc, le critère commun à tout indicateur coloré, à tout indicateur qui permet de mesurer le compartiment. Premier critère, avoir une répartition homogène dans tout le compartiment à mesurer. Ça, j'ai eu déjà expliqué auparavant. Rester confiné dans le compartiment à mesurer. C'est-à-dire que si on doit mesurer le compartiment extracellulaire, il faudrait que cette substance-là reste uniquement que dans le compartiment extracellulaire. Ne doit pas rentrer dans la cellule. D'accord? Et ça, on dit rester confiné dans le compartiment à mesurer. Ne pas être métabolisé ni excrété pendant le temps que dure la mesure. C'est-à-dire qu'on doit prendre une substance qui, lorsqu'on va introduire dans le corps humain, pendant tout le temps qu'on va faire l'expérience pour mesurer le compartiment à étudier, cette substance-là ne doit pas se mélanger au sang, ne doit pas subir des modifications chimiques. Et il ne faudrait pas que aussi l'organisme humain, immédiatement qu'on ait injecté cette cellule-là, et cette substance dans le corps, il ne faudrait pas que l'organisme humain, en même temps, fait excréter, c'est-à-dire amener soit cette substance au niveau des urines, et puis aller à la selle, ou bien soit aller à la selle avec cette substance. Mais il ne faudrait pas que cette substance-là soit métabolisée ni excrétée. Parce que si, une fois qu'on met la substance et elle est métabolisée, c'est-à-dire qu'elle se transforme, c'est-à-dire l'organisme commence à digérer cette substance, on ne saura pas comment mesurer le compartiment parce que cette substance va commencer à subir des modifications et autres. Et donc, ce critère-là, voilà, une fois qu'un indicateur ne respecte pas l'un des critères ici, on ne peut pas l'utiliser pour mesurer un compartiment. Donc, ces trois critères communs, répartition homogène, rester confiné et ne pas être métabolisé ni excrété, c'est des choses à connaître parce que c'est des questions qui reviennent. D'accord? Maintenant, le critère spécifique
à chacun des substances. C'est-à-dire, si on veut mesurer l'eau totale de l'organisme, on va prendre l'urée. D'accord? Et l'urée qui doit mesurer l'eau totale de l'organisme. Quand on parle de l'eau totale de l'organisme, je vais encore dessiner la marionnette pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Encore dessiner la marionnette pour que vous puissiez comprendre. On a ça, on a ça, on a son cou, on a ses bras et autres. Ok. Bon, pas trop joli. Je crois que je vais gommer ça et puis je vais faire un autre. On a sa tête ici. D'accord? On a le cœur ici. Et on a les globules rouges qui sont là. On peut prendre aussi les plasmocytes, on peut prendre aussi les macrophages. Mais je préfère prendre les globules rouges, voilà, parce que c'est un peu, voilà. C'est un peu facile à comprendre par rapport aux autres. D'accord? Donc ici, si on veut expliquer, le premier ici, pour mesurer l'eau totale de l'organisme, l'indicateur qu'on doit prendre doit traverser la membrane plasmique. Membrane plasmique, c'est la membrane des cellules. Et ici, voici la cellule qui se trouve ici. Voici la cellule qui est là. Donc, si on veut mesurer l'eau totale de l'organisme, sachant qu'ici aussi, les globules rouges sont aussi ici, sont un peu partout dans l'organisme. D'accord? Voilà. Donc, si on veut mesurer l'eau totale de l'organisme, il faudrait que l'urée qui est écrit ici, doit traverser la membrane plasmique. D'accord? Lorsqu'on va injecter la substance, bon, il va prendre le bleu pour mieux expliquer. Lorsqu'on va ingérer la substance ici, lorsqu'on va ingérer l'urée, c'est-à-dire on va faire une injection à l'individu parce qu'on veut mesurer l'eau totale de l'organisme. Il faudrait que cette urée-là rentre ici, dans le milieu extracellulaire. D'accord? Rentre dans le milieu extracellulaire parce qu'on veut mesurer l'eau totale de l'organisme. Donc, quand on parle de l'eau totale de l'organisme, c'est l'eau qui se trouve et dans le milieu intracellulaire et dans le milieu extracellulaire. Donc, il faudrait que cette urée-là aussi rentre aussi dans les cellules, rentre aussi dans les globules rouges, rentre aussi dans les globules blancs, rentre aussi dans les macrophages, traverse la membrane plasmique en fait. Il faudrait que cette urée-là traverse la membrane plasmique. Voici ce qu'ils ont écrit. Traverse la membrane plasmique. Parce qu'on veut mesurer l'eau totale de l'organisme. Mesurer l'eau qui se trouve dans le liquide intracellulaire et extracellulaire. Donc il faudrait que cette urée-là traverse toutes les membranes. Voilà. Parce qu'on veut mesurer l'eau totale de l'organisme. Donc l'urée qu'on a mis doit traverser toutes les membranes plasmiques. Et même aussi la paroi des capillaires. Pour mesurer tout l'eau totale de l'organisme. Donc aussi les globules rouges ici un peu partout. Hein, voilà. Donc il faudrait que cette urée-là remplisse tout l'eau totale de l'organisme. D'accord? Donc lorsque cette urée-là va remplir l'eau totale de l'organisme, après on fera des vérifications et on verra que vraiment
on aura une estimation de l'eau totale de l'organisme en fonction du principe de conservation des masses qu'on avait vu par derrière. CA est volume initial multiplié par le volume et la concentration initiale multipliée par le volume initial est égal à la concentration finale multipliée par le volume final. Voilà, on va passer par cette méthode pour pouvoir maîtriser un peu les choses. Voilà, c'est un peu ça. Donc, ça c'est le premier critère commun. Lorsqu'on veut mesurer, le premier critère spécifique, pardon, lorsqu'on veut mesurer l'eau totale de l'organisme. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. D'accord? Maintenant, lorsqu'on veut mesurer l'eau du milieu extracellulaire, on va prendre le mannitol. Exemple, le mannitol. C'est aussi une substance aussi. Donc, il va redessiner encore la marionnette pour que vous puissiez comprendre. Je crois que ça a été expliqué, vous avez compris. Lorsqu'on veut mesurer, ça c'est les critères spécifiques en fait. Lorsqu'on veut mesurer la traversée de la... Lorsqu'on veut mesurer l'eau totale de l'organisme, il faudrait que l'urée, qui est la substance qui permet de mesurer l'eau totale de l'organisme, doit traverser et la membrane plasmique, d'accord, des cellules, afin de rentrer dans les cellules et rester aussi dans le milieu extracellulaire. En ce moment-là, on saura le volume du milieu total, du liquide total de l'organisme. Donc ici, lorsqu'on veut maintenant mesurer le milieu extracellulaire, je vais encore redessiner la marionnette. Voici la marionnette qui est là. D'accord? D'accord? On a ici les globules rouges qui sont à l'intérieur. Et pour les globules rouges, bon, on peut prendre aussi les plasmocytes, les macrophages, mais je prends les cellules en fait. Voilà, bon, ce sont les cellules. Voilà, en un mot, ce sont les cellules que je prends. Les cellules que je prends. On a les cellules dans l'organisme de l'individu, les cellules, voilà. Et on a dit que ça, c'était le milieu extracellulaire à l'extérieur des cellules. Et à l'intérieur des cellules, ici, ça, c'est le milieu intracellulaire. D'accord? Ok. Maintenant, ici, on dit on veut mesurer l'eau extracellulaire. À votre avis, lorsqu'on va injecter, et pour mesurer l'eau extracellulaire, on a un indicateur coloré. On a une substance, voilà, qui est le mannitol. C'est le mannitol qu'on prend pour mesurer l'eau, le liquide extracellulaire. Donc, on va prendre le mannitol. D'accord? On va prendre notre mannitol ici. On va mettre dans la seringue. Pour piquer notre individu. D'accord? On pique le mannitol. On pique le mannitol au patient. Et on veut mesurer l'eau extracellulaire. À votre avis, est-ce que l'eau va rentrer dans les cellules? Est-ce que le mannitol qu'on va piquer là, il doit rentrer dans les cellules? Non, il ne doit pas rentrer dans les cellules. Parce que c'est le milieu extracellulaire qu'on veut mesurer. Donc, on a piqué le mannitol au patient. Le mannitol va se déverser partout dans le milieu extracellulaire ici. Le mannitol va se déverser partout dans le milieu extracellulaire ici, sans toutefois rentrer dans les cellules. Sans rentrer dans les cellules. Parce que le mannitol n'a pas la capacité de traverser la membrane plasmique. Il n'a pas la capacité de traverser la membrane plasmique. Donc, il va rentrer dans tout l'organisme sans rentrer dans les cellules. D'accord? Il rentre dans tout l'organisme sans rentrer dans les cellules. D'accord? Donc, avec le principe de conservation de masse, CIVI est égal à VB.
non, est égal à VF, VFCF, que ici on a mis CAVA est égal à CBVB. On va chercher maintenant le VB pour mesurer le milieu extracellulaire en fait. Voilà. C'est pas des choses qui sont compliquées, mais juste comprendre en fait. Qu'est-ce qui est milieu intracellulaire, qu'est-ce qui est milieu extracellulaire, qu'est-ce qui même est le milieu extérieur et qu'est-ce que le milieu intérieur. Voilà, si tu comprends ça, c'est fini. Pas difficile en fait. Donc, on a fini ça. Maintenant, la traversée par les parois vasculaires. Par les parois vasculaires, le bleu d'Evans mesure le plasma. D'accord. On va faire ça ensemble. Mesure le plasma. On va dessiner encore notre marionnette pour que vous puissiez comprendre. D'accord. Ici, on veut mesurer le plasma. Qu'est-ce qu'on fait? Voici notre marionnette qui est là. D'accord. Sachant que au niveau de sa main ici, on a les vaisseaux. Sachant qu'au niveau de sa main ici, il faudrait que je fasse ça. Sachant qu'au niveau de sa main, jusqu'à dans son corps, sachant que dans tout son corps, on a les vaisseaux, pardon. Donc, qu'est-ce que je fais? Voici les vaisseaux qui sont là. Qui se propagent dans tout son corps ici. Voilà, un peu comme ça, un peu comme ça. D'accord. Le plasma se trouve dans les vaisseaux sanguins. Le plasma ne se trouve pas à l'extérieur des vaisseaux sanguins. À l'extérieur des vaisseaux sanguins, ce qu'on a, c'est le milieu interstitiel, qui est aussi le milieu extérieur. Le plasma aussi fait partie du milieu extérieur. D'accord? Donc, on prend le bleu d'Evans, puisqu'on veut mesurer le plasma qui se trouve dans les vaisseaux. On va prendre le bleu d'Evans qu'on va maintenant injecter ici au patient. D'accord? Lorsqu'on injecte au patient, ça rentre dans les vaisseaux. Lorsque ça va rentrer dans les vaisseaux, ça rentre dans les vaisseaux. Mais dans les vaisseaux, n'oublions pas que dans les vaisseaux, on a aussi les globules rouges dans les vaisseaux. On a aussi les plasmocytes. On a aussi les macrophages. Mais lorsque ça va rentrer dans les vaisseaux, ça ne doit pas rentrer dans les cellules. C'est ça, mesurer le milieu plasmatique. Ça ne doit pas rentrer dans les cellules, ça doit rester seulement que dans les vaisseaux. C'est ça, mesurer le milieu plasmatique. Parce que le plasma se trouve dans les vaisseaux. Dans les vaisseaux sanguins. Parce que le plasma se trouve dans les vaisseaux sanguins. Donc, il faudrait qu'il rentre dans les vaisseaux sanguins sans rentrer dans les cellules. Voilà. Dans ce moment qu'on dit qu'on a mesuré le plasma. D'accord. Donc, un bref résumé de tout ce que j'ai dit. Un bref résumé. Le critère spécifique, le critère commun, ça c'est très facile à comprendre. Il faudrait que l'indicateur coloré soit homogène dans tout le compartiment à mesurer. Il faudrait qu'il reste confiné dans le compartiment à mesurer. Il ne faudrait pas qu'il soit métabolisé ni excrété. Ça, c'est pas difficile. Maintenant, le critère spécifique à chacun de ces indicateurs colorés qui doivent mesurer les différents compartiments liquidiens. C'est pas difficile à comprendre. C'est pas difficile. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que chaque indicateur coloré
a son critère spécifique à lui. Si on veut mesurer l'eau totale de l'organisme, on prend l'urée. L'urée, lui, a la capacité de traverser la membrane plasmique, la capacité de traverser aussi la paroi des capillaires pour pouvoir mesurer l'eau totale de l'organisme. D'accord. Lorsqu'on veut mesurer le milieu extracellulaire, le mannitol, lui, il a la capacité de traverser les capillaires, c'est-à-dire la paroi des vaisseaux, mais il n'a pas la capacité de traverser la membrane plasmique des cellules. Maintenant, lorsqu'on veut mesurer le plasma qui se trouve uniquement que dans les vaisseaux, on prend le bleu Evans. Lui, il reste seulement que dans les vaisseaux sanguins. Il ne traverse pas les capillaires des vaisseaux sanguins pour se retrouver dans le milieu interstitiel. Le milieu interstitiel, c'est le milieu qui se trouve autour des vaisseaux sanguins. Le milieu interstitiel, c'est le milieu qui se trouve autour des différents vaisseaux en fait. Mais le milieu interstitiel et le milieu plasmatique vont former le milieu extracellulaire. Voilà, c'est un peu ça. On continue. On a beaucoup à parcourir. On a beaucoup à parcourir. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'arrête ici. Donc, ici, méthode de mesure, procédure. Ça, c'est des choses qu'on a déjà expliquées là-bas. Injection dans le sang. Indicateur dans le volume VA. À concentration CA. Prélèvement de sang après 30 à 60 minutes. Indicateur dilué à concentration CB. Ça, c'est des choses qu'on a déjà expliquées. C'est-à-dire, lorsqu'on finit d'injecter le produit à l'individu, l'endroit où on veut mesurer le compartiment, si c'est au niveau du cœur, on veut mesurer le compartiment pour voir est-ce que le volume qui se trouve au niveau du cœur est normal, parce que souvent on a des maladies, des pathologies qui font qu'on trouve souvent de l'eau au niveau du cœur. Donc on va prélever le volume de cette substance qu'on a injectée dans le volume VB. En réalité, c'est le VB qu'on va prendre. Donc, on va prélever ça au niveau du cœur et on va voir. Si au niveau aussi des cuisses, par exemple, qu'on veut voir un peu, peut-être une anomalie là-bas, on veut connaître les choses, on va aussi tirer aussi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, prélèvement de sang après 30 à 60 minutes, indicateur dilué à une concentration CB. Voilà. C'est le processus qui est là. Calculer VB par le principe de conservation des masses. VB est égal à CAVA divisé par CB. Mise en évidence, résultat. Voici qu'on a expliqué là-bas qui est ici. Donc, indicateur traverse toutes les membranes plasmiques. L'indicateur traverse toutes les membranes. Le volume V1 correspond au liquide total de l'organisme. Donc, quand on dit liquide total de l'organisme, voici les vaisseaux. C'est-à-dire, peut-être ça, c'est peut-être la terre qui est là, la terre ou bien peut-être une veine qui est là, dans lequel on va retrouver les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes sanguines. Et ici aussi, on va trouver aussi des cellules ici, peut-être les mitochondries, peut-être les plasmocytes. Voilà. Donc, indicateur traverse toutes les membranes. Donc, quand on dit traverse toutes les membranes, ça veut dire qu'ici, on veut mesurer l'eau totale de l'organisme. Donc, on injecte au patient l'urée. Donc, lorsqu'on injecte on injecte au patient l'urée. Lorsque ça va rentrer dans les parois des capillaires, ça va remplir non seulement le plasma qui se trouve ici. Le plasma qui se trouve ici, ça va être homogène dans le plasma qu'on trouve ici, mais ça va aussi rentrer dans les différentes cellules qui sont ici, parce qu'on veut mesurer l'eau totale de l'organisme. Ça va aussi rentrer dans les cellules qui sont ici. Ça va traverser maintenant, vous voyez ces flèches là, ces flèches qui sont là, ça va traverser maintenant la paroi des capillaires pour rentrer maintenant dans le milieu interstitiel qui est ici. D'accord?
Et lorsque ça va arriver dans le milieu interstitiel qui est ici, ça va encore rentrer dans les cellules qu'on va retrouver ici. Peut-être les mitochondries et autres. C'est-à-dire, on veut mesurer l'eau totale de l'organisme. Donc, on a un volume. Volume V1 correspond au liquide total de l'organisme qui est là. D'accord. Maintenant, deuxième cas. Ici, on était dans le premier cas. Ici, on était dans le premier cas. Premier cas, indicateur traverse toutes les membranes. Ici, on arrive au deuxième cas. Indicateur ne traverse pas les membranes cellulaires. Correspond au liquide extracellulaire. D'accord. Cette fois-ci, on veut mesurer l'eau extracellulaire. C'est-à-dire, cette fois-ci, l'eau ne doit pas rentrer dans les cellules qui sont là. En fait, c'est les différentes étapes qu'on a mis depuis là-bas. On a parlé de l'urée qui traverse toutes les membranes plasmiques. On a parlé aussi du mannitol. On a parlé du bleu d'Evans. Ici, là. Depuis derrière ici. C'est-à-dire, c'est les différents cas là. Le premier cas, on a déjà fait. Ensuite, le deuxième cas, on parle du exemple le mannitol qui va mesurer l'eau extracellulaire. Et le troisième cas, qu'on verra après avoir fini de voir le deuxième cas. Donc, c'est un peu ça en fait. Donc ici, c'est le premier cas. Ici, c'est le deuxième cas. L'indicateur ne traverse pas la membrane cellulaire, correspond au milieu extracellulaire. C'est-à-dire, lorsqu'on va injecter au patient, l'indicateur va rentrer ici. Va rentrer dans le plasma ici. D'accord? Et va traverser les capillaires sanguins pour arriver ici dans l'intestin. Mais il ne va pas rentrer dans les cellules du milieu interstitiel. Parce que ce sont les cellules aussi qui se trouvent dans le milieu interstitiel. Il va rester dans le milieu interstitiel ici, c'est-à-dire autour des cellules ici. Il va rester autour des cellules. Il va rester ici aussi autour des cellules ici. Il va même traverser les parois des capillaires ici. Mais il ne va pas rentrer dans les cellules en fait. Il va rester autour des cellules. Ça, il mesure le milieu extracellulaire. Deuxième cas. Maintenant, on croit bien que premier cas et deuxième cas, mais sans pouvoir donner une explication. Lorsqu'on va faire, maintenant si on veut connaître, maintenant le premier cas et le deuxième cas, c'est-à-dire on a fini, le premier cas c'était de mesurer l'eau totale de l'organisme, c'est-à-dire que l'eau rentre dans le milieu intestinal, l'eau rentre dans le plasma, l'eau rentre dans les cellules, l'eau rentre aussi dans le milieu interstitiel et aussi dans les cellules du milieu interstitiel aussi. L'eau est chose, l'indicateur coloré va rentrer dans toutes ces structures qui sont là. Le deuxième cas qu'on a vu, l'eau ne rentrait pas dans les cellules, mais restait dans le milieu interstitiel et aussi dans le plasma. Maintenant ici, vu que l'eau mesure l'eau totale de l'organisme, l'eau aussi, puisqu'on a vu que on a vu l'indicateur qui mesure l'eau totale de l'organisme, on a vu aussi l'indicateur qui mesure on a vu l'indicateur qui mesure l'eau totale de l'organisme. On a vu l'indicateur qui mesure uniquement que le milieu extracellulaire. Maintenant, on va voir l'indicateur qui va nous permettre de mesurer le milieu intracellulaire. Et donc ici, puisque pour mesurer le milieu intracellulaire, on connaît déjà le premier cas qui est l'eau totale de l'organisme. Le deuxième cas qui est l'eau du milieu extérieur. Donc, on va faire ici une déduction pour trouver l'eau qui se trouve dans le milieu intracellulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mesurer l'eau. On va mesurer le liquide qui est dans toute la cellule, l'eau totale de l'organisme, moins l'eau totale qui se trouve dans le milieu interstitiel et dans le plasma. Et ça en réalité qui est ici, qui va nous donner le liquide intracellulaire. Est-ce que je me fais comprendre? Je reprends.
on va ici mesurer, puisqu'on a déjà mesuré l'eau totale de l'organisme, c'est-à-dire l'eau qui était dans les cellules, et l'eau qui était dans les cellules en même temps que l'eau qui était dans dans tout le compartiment liquidien, on a mesuré. C'est-à-dire qu'on a combiné tout ensemble. Mais on ne connaît pas l'eau qui se trouve dans les cellules en réalité. Mais on connaît l'eau qui se trouve dans tout l'organisme. Et on connaît l'eau qui se trouve uniquement que dans le milieu extracellulaire, mais qui ne se trouve pas dans l'organisme. Mais qui ne se trouve pas dans les cellules. On a trouvé l'eau qui se trouve dans tout l'organisme, c'est-à-dire dans le milieu intracellulaire et dans le milieu extracellulaire. D'accord. Maintenant, le deuxième cas, le deuxième volume, c'était de trouver que l'eau qui se trouvait seulement uniquement dans le milieu extracellulaire. D'accord. Maintenant, comment on va faire pour trouver l'eau qui se trouve dans le milieu intracellulaire? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire le volume du liquide total de tout l'organisme moins le volume du liquide qui se trouve uniquement que dans le milieu extracellulaire. Dans ce moment, on connaîtra le liquide qui se trouve dans les différentes cellules ici présentes. Donc, on fait par déduction en fait. Donc, le liquide intracellulaire se mesure par induction. C'est-à-dire, en fait, l'eau totale, le volume total de l'organisme, moins le volume du milieu extracellulaire. Et ce qui nous donnera le volume du milieu intracellulaire. D'accord? Maintenant, on veut connaître uniquement l'eau qui se trouve ici maintenant. Qui se trouve uniquement ici, dans le plasma. L'eau qui se trouve uniquement ici dans le plasma. C'est-à-dire cette fois-ci, ne considérez pas ces flèches qui nous montrent que l'eau va traverser sinon. Cette fois-ci, on veut seulement mesurer l'eau qui se trouve dans le plasma. C'est ça qu'on veut mesurer en fait. Ça qui est le volume V3. Ça, ils ont mis ici. Et ça, on avait dit qu'on prenait le bleu d'Evans pour mesurer l'eau qui se trouvait dans le plasma uniquement. Donc, maintenant qu'on a pu trouver l'eau qui se trouve dans le plasma, d'accord? On va maintenant trouver l'eau qui se trouve uniquement dans le milieu interstitiel ici. L'eau qui se trouve dans le milieu interstitiel ici. C'est-à-dire autour des cellules et du capillaire et des capillaires. L'eau qui se trouve ici au niveau des cellules, au niveau de l'interstice ici. Et non pas dans les cellules, c'est l'eau qui se trouve ici. On veut maintenant le connaître. Puisque pour lui, on n'a pas eu aussi d'indicateur coloré. On a eu l'indicateur coloré de l'eau totale de l'organisme. On a eu l'indicateur coloré du milieu extracellulaire. Et on a eu l'indicateur coloré du milieu plasmatique. Maintenant, on veut trouver le volume du milieu interstitiel. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le V2 qui est le milieu, qui est le liquide, qui est le volume du liquide extracellulaire, d'accord, qui est supérieur au volume plasmatique extracellulaire, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire V2 qui est le volume du milieu extracellulaire moins V3 qui est le volume du milieu plasmatique cellulaire, extracellulaire, pardon, qui est le volume du milieu plasmatique extracellulaire, qui nous permettra de connaître le liquide entourant les cellules. D'accord? Qui nous permettra de trouver le liquide entourant les cellules, l'interstice, qui entoure les cellules de l'interstice ici. Donc ici, connaître le volume d'eau qui entoure les cellules ici. Donc c'est ça qu'on tire ici. Liquide entourant les cellules. Liquide interstitiel. C'est lui qui, voilà. Donc, tout ce qui est 1, c'est-à-dire le milieu le liquide du milieu, le volume du liquide du milieu intracellulaire et le volume du liquide interstitiel sont trouvés par déduction. C'est-à-dire cette formule-là.
Vous devez la retenir. Cette formule-là, vous devez la retenir. D'accord? Cette formule aussi, vous devez la retenir. D'accord? Et si elle doit poser, si une question doit être posée à ce niveau, on vous posera comme ça que le volume du liquide intracellulaire est mesuré par un indicateur coloré. Automatiquement, tu dois dire faux. Parce que le volume du liquide intracellulaire est mesuré par déduction. C'est-à-dire qu'on fait le volume de l'eau totale moins le volume du milieu extracellulaire. Et ce qui nous donnera le milieu intracellulaire, le volume du liquide intracellulaire. D'accord. Maintenant, si on vous demande aussi le volume du liquide interstitiel qui est ici, on posera la question que le liquide interstitiel, le volume du liquide interstitiel est mesuré par le bleu d'Evans. C'est faux. Parce que sachant que le liquide interstitiel n'est pas mesuré, n'a pas d'indicateur coloré, mais on le mesure par déduction en faisant le volume du milieu extracellulaire moins le volume du liquide plasmatique extracellulaire. C'est ça qui nous permet de trouver en réalité le volume du liquide entourant la cellule qui est appelé le liquide interstitiel. Ok. Je crois qu'on va avancer. Milieu interstitiel ou interstitium, composé de faisceaux de fibres de collagène, filaments de protéoglycanes, liquide interstitiel. On a plus les gels tissulaires. D'accord? En fait, c'est la définition du milieu interstitiel qui est là. Quelques types de vésicules de liquide libre. Ça, c'est des définitions à connaître, à maîtriser un peu. Voilà. On va avancer. Donc ici, liquide total de l'organisme est égal à environ 42 litres, un sujet de 70 kg. Ici, les 42 litres qu'ils ont trouvés, c'est si on prend ici les 42 litres qu'ils ont trouvés ici, là-bas on avait pris, puisqu'ils ont dit que le pourcentage de liquide du corps humain est compris entre 45 et 75%. D'accord? Et nous, au départ, on a pris 75% pour calculer le liquide total de l'organisme. Mais ici, pour trouver les 42%, tu seras obligé de prendre, ici pour trouver les 42 litres, tu seras obligé de prendre les 45. Putain. Tu seras obligé de prendre les 45%. Tu seras obligé de faire ça. Tu seras obligé de prendre ici. Tu seras obligé de prendre 70 kg multiplié par 100% du liquide total. D'accord? Et ici, tu prendras ici 45%. Pour trouver en réalité les 42 kg qui correspondront à 42 litres. Après, vous pouvez faire le calcul. Parce qu'au départ, on avait pris ici 75%. Et on avait trouvé 52 litres environ. Et si on prend 45%, on va trouver 42 litres environ. D'accord? C'est juste ça. Donc, on ne pas vous perturber pour dire non, au départ, on a pris 70%, on a trouvé 52 litres. Non.
On dit le pourcentage du poids du corps humain est composé à 45 à 70% de liquide. Et nous, au départ, on a pris 75% pour faire le calcul. C'est pourquoi on a trouvé 52 litres. On a trouvé 52 kg, soit 52 litres. Mais ici, ils ont pris 45% pour faire. Et quand on prend les 45% multiplié par 70 kg, on trouvera 42 litres. D'accord? Ok. Donc ici, cette diapo est très intéressante parce qu'il y a beaucoup de questions qui sortent parfois ici. Donc suivez attentivement. En fait, je se base dessus pour poser des questions. Ok. Liquide total de l'organisme. On a 42 litres. Un sujet qui pèse environ 70 kg. Donc, dans ces 42 litres, liquide intracellulaire, on a 28 litres. 2 sur 3, environ 2 sur 3 du liquide total de l'organisme. Et le liquide extracellulaire, on a 14 litres. Environ 1 sur 3 du liquide total de l'organisme. Or, on sait que dans le liquide extracellulaire, on a le liquide plasmatique et on a le liquide interstitiel. Le liquide plasmatique fait 3 litres et le liquide interstitiel fait 11 litres. Donc le liquide plasmatique fait 3 litres, environ 1 sur 4 du milieu extracellulaire. Et le liquide interstitiel qui fait 11 litres, soit 3 sur 4 du milieu du liquide extracellulaire. Ça, c'est aussi une diapo, une diapo aussi à maîtriser. Donc, le sang est égal à plasma plus élément figuré du sang. Ça, c'est les définitions qu'on a plusieurs fois dit, voilà, dans les classes antérieures. Donc, le sang est égal à plasma plus élément figuré du sang. Et le plasma qui est ici, volume sanguin est égal à 5 litres. On n'est pas confondre ici plasma qui fait 3 litres et volume sanguin qui fait 5 litres. On a dit ici, le sang est égal à plasma plus élément figuré du sang. Élément figuré du sang, on a aussi les globules rouges, on a les plaquettes sanguines et autres. C'est tout ça qu'on met ensemble, ça qui fait 5 litres. D'accord? On n'est pas confondre les choses. On n'est pas dit aussi que c'est... On n'est pas dit aussi que on ajoute le liquide, on ajoute les cellules, le milieu intracellulaire plus le milieu plasmatique et on trouve 5 litres. Non. C'est seulement les cellules qui se trouvent dans le milieu plasmatique qui est lui-même qui se trouve dans les capillaires. C'est ceux-là qu'on met ensemble qui fait 5 litres. Et non pas ces cellules-là qui se trouvent ici qu'on met avec le plasma qui donne 5 litres. À bien regarder et à bien comprendre. Mise en évidence. Volume sanguin. Volume plasmatique. Il y en a un moins l'hématocrite. Bon. D'accord. On va expliquer ça encore ici. Volume sanguin égale au volume plasmatique divisé par 1 moins l'hématocrite. L'hématocrite, fraction d'un volume de sang faite de globules rouges. C'est ça qu'est l'hématocrite. Ah, c'est des formules aussi à connaître. Hein. Pas des choses difficiles, pas des choses... voilà. Homme, on dit l'hématocrite de l'homme, c'est-à-dire l'homme, le garçon, est égal à 47%, plus ou moins 5%. Et l'hématocrite chez la femme
est de 42% plus ou moins 5%. D'accord? Donc, voici comment on fait pour trouver l'hématocrit en fait. On va mettre dans une centrifugeuse qui va faire tourner plusieurs fois. On prélève d'abord le sang, on met dans un tube. Et ce tube-là, puisque on a le plasma, ici on voit que le sang est mélangé. Les globules rouges, le plasma et tout sont mélangés ici avec le sang. Ils sont mélangés ici avec le plasma. Et lorsqu'on met ça dans le tube, après on va mettre dans une centrifugeuse qui va faire tourner plusieurs fois de tout ce tube-là. Et alors on aura ces différents compartiments. On aura ici les globules rouges qui seront en bas ici. On aura le plasma qui sera en haut ici. On aura les leucocytes, les globules blancs qui seront au milieu ici. Et ce qu'ils ont fait apparaître ici. On aura les globules rouges ici qui vont faire 45%. D'accord? 45% du volume sanguin. Et ici, si c'est 45%, on aura ici donc pour trouver ici le plasma, on va faire 100% de tout ça moins les 45% qui nous donnera 55%. Donc ici on aura 55% ici. D'accord? Ici on aura 45% ici. Donc en haut c'est le plasma qui fait 55%. Et en bas ici, c'est les globules rouges qui font 45%. D'accord? Les leucocytes font environ 1%. Donc l'hématocrit. Devant, il croit bien que c'est bien expliqué ici. Voilà. Donc voici le volume sanguin. L'hématocrit ici, la formule que nous donnée ici. Volume sanguin égale à volume plasmatique sur 1 moins l'hématocrit. On sait que l'hématocrit, en réalité, c'est les fragments, les fractions d'un volume de sang fait de globules rouges. Donc ici, l'hématocrit, ici, c'est 45%. D'accord? Donc on mettra ici 45% ici, 1 moins 45%. Mais ici, on va enlever le pourcentage. Ça fera 0,45. On fera 1 moins 0,45. Et en haut ici, on aura le volume plasmatique. On avait vu depuis ici que le volume plasmatique ici faisait 3 litres. D'accord? Donc ici, le pourcentage d'hématocrit converti en litres, estimé en litres, fait 0,45%. Donc le volume sanguin est égal au volume plasmatique sur 1 moins l'hématocrit. On va donner 6 litres le volume sanguin. Donc l'être humain a seulement que 6 litres de sang dans son corps. Après les 6 litres de sang, les autres liquides qu'on retrouve, on a les liquides interstitiels, on a les liquides aussi qui ne sont pas le sang, qui sont les liquides nutritifs des cellules. Voilà. C'est tout ça qui rend compte de l'eau totale de l'organisme, en fait. Liquide extracellulaire renferme d'autres liquides. C'est ce que je disais tantôt. On a la lymphe, et ça, il faut connaître. Hein. Le liquide extracellulaire renferme d'autres liquides. La lymphe, le liquide cérébrospinal. Cérébrospinal, c'est pour dire au niveau de la colonne vertébrale ici, jusqu'au niveau du cerveau. Le liquide cérébrospinal. Le liquide dans le globe oculaire et de l'oreille interne. Au niveau de l'œil, au niveau de la sclère, on a des liquides là-bas aussi, qui sont les liquides aussi du milieu extracellulaire. Les liquides péricardiques, péritonéal et pleural. Le liquide péricardique, c'est-à-dire le liquide se trouve autour du cœur. Le liquide se trouve autour du cœur. Le liquide péritonéal, le liquide se trouve au niveau de la cavité où se trouve l'estomac. Et le liquide pleural, c'est le liquide qui se trouve autour des poumons. Le liquide synovial,
les synovies. Les synovies au niveau des articulations, ce qui permet aux articulations de bien se dérouler sans qu'on ait des blocages au niveau des articulations du coude, au niveau des articulations des genoux. Les liquides qu'on trouve là-bas sont appelés les liquides synoviales. Les liquides sérosité, les sécrétions gastro-intestinales, bon, c'est des choses qui ne sont pas compliquées à comprendre. Variation physiologique des liquides corporels. D'accord. Les tissus adipeux. Les tissus adipeux, c'est les tissus graisseux. On voit que les tissus graisseux renferment 25% d'eau. Les tissus musculaires squelettiques, c'est-à-dire quand on parle de tissus musculaires squelettiques, c'est les muscles qui se trouvent sur le squelette. C'est-à-dire au niveau du biceps. Le biceps, c'est un muscle qui se trouve sur le squelette. Donc, ils vont aussi renfermer 75% d'eau, comme je le disais tantôt, depuis le départ, qu'on va aussi extraire l'eau qui se trouve aussi au niveau des muscles pour estimer l'eau totale de l'organisme qui fait 45 à 75% du poids humain. Maintenant, âge. Le nourrisson. Quand on parle de nourrisson, c'est les bébés. Les bébés, les nourrissons ont environ 75% du poids, de leur poids en eau. Donc les 45 à 75%, en réalité, les 45 c'est chez l'homme adulte et les 75% c'est chez l'homme, c'est chez les nourrissons. Donc sujet âgé, on a 45% du poids par tissu adipeux. Ça veut dire que le liquide qu'on retrouve chez les nourrissons, en litres, on a 52 litres chez le nourrisson. Et chez l'adulte, on a 42 litres. Vous voyez le grand écart. Variation physiologique des liquides corporels. Jean, homme. L'homme a plus d'eau dans son corps que la femme. Ça, c'est les choses, ça, c'est les préliminaires. Ça, c'est des choses à comprendre. Voilà. Souvent, on peut poser des questions comme ça à l'examen. La femme a plus d'eau que l'homme. Ça, c'est des choses que l'homme doit. C'est des choses qu'un étudiant en médecine doit savoir. Donc, l'homme a plus d'eau dans son corps que la femme. Ici, on voit que l'homme a 60% d'eau et la femme a seulement que 50% d'eau dans son poids. Tissu musculaire squelettique, tissu adipeux, bon, c'est des choses. Ces pourcentages diminuent avec les tissus adipeux chez l'homme et chez la femme. Parce qu'en réalité, chez la femme a beaucoup de tissus adipeux. La femme a beaucoup de graisse par rapport à l'homme. D'accord? Donc, c'est un peu le résumé de ce qui a été fait là-bas. La femme a 50% d'eau dans son corps. L'homme a 60% d'eau dans son corps. Voici les différentes tranches d'âge en fonction du poids et du pourcentage hydrique de l'homme. Et l'enfant a 75% d'eau. C'est pourquoi les nourrissons, lorsqu'ils font beaucoup de diarrhée, ils ne tardent pas vite à mourir en fait. Parce que le nourrisson est à 75% d'eau. Donc un enfant qui fait trop de diarrhée, c'est une urgence. Voilà. Parce que vu que presque tout même sa masse corporelle est composée à 75% d'eau. Donc c'est une urgence de voir un nourrisson qui fait toute la journée de la diarrhée. Parce qu'il va perdre suffisamment d'eau. Caractéristiques, composition et échange. Les compartiments liquidiens se distinguent par leur proportion, chapitre 1 et 2, leur concentration en solidité. Wow. Liquide extracellulaire. Ici, on a les cations. Les cations, ce sont les ions qui sont chargés positivement. Ça, c'est des choses qu'on a toujours dit.
Donc ici, c'est le liquide extracellulaire qu'en réalité on veut étudier ici. Qu'on étudie ici d'abord. Donc le liquide plasmatique et le liquide interstitiel. Ça, c'est déjà des acquis. On a déjà plusieurs fois expliqué ça. Qu'est-ce que c'est que le liquide plasmatique? Qu'est-ce que c'est que le liquide interstitiel? Il y a des choses qu'on a déjà expliquées. Donc ici, on voit qu'au niveau du liquide plasmatique, on a plus de sodium. On a plus de sodium au niveau du liquide plasmatique que au niveau du liquide interstitiel. Mais quand on veut faire un peu approximativement, on dira que c'est approximativement les mêmes choses. D'accord? Le magnésium, on voit qu'on a 0,8 magnésium au niveau du liquide plasmatique et on a 0,7 magnésium au niveau du liquide interstitiel. Approximativement, c'est un peu les mêmes. D'accord? Lorsqu'on voit par rapport au potassium, le potassium, on a 4,2 potassium par litre ici au niveau du plasma et on a 4 d'interstitiel. Maintenant le calcium, on voit que en fait c'est pratiquement les mêmes valeurs. 1,3 et 1,2 c'est pratiquement les mêmes valeurs. C'est pourquoi on dit ici, on dit le liquide plasmatique et le liquide interstitiel ont environ les mêmes compositions en cation. Mais seulement que lorsqu'on fait toutes ces choses-là, c'est le Na+, qui est abondant dans le liquide plasmatique et dans le liquide interstitiel. Voilà. C'est comme ça, voilà. Juste interpréter un peu ce résultat. Ok. Maintenant ici, liquide extracellulaire. Anion. Là-bas, on a vu les cations. Ici, on va voir les anions. D'accord. Cl-, on a 108 au niveau plasmatique. On a 108 au niveau interstitiel. Le bicarbonate. On a 24 ici. On a 28 au niveau interstitiel. L'acide phosphorique. L'acide phosphorique. Le HPO4-, H2PO4-. Et ici, on a 2 ici, c'est la même chose. Les anions protéiques, on a 1,2, on a 0,2 ici. C'est pas les mêmes. Mais quand on veut regarder au tout, puisque ici c'est même, ici c'est même que ici. Le Cl- est le même dans le milieu plasmatique, dans le milieu interstitiel. Le HPO4- est le même est le même au niveau plasmatique et est le même aussi au niveau interstitiel. Vu que dans la moyenne, on voit que c'est pratiquement les mêmes. Donc, on se permet de dire ici que le liquide plasmatique et le liquide interstitiel ont environ les mêmes composants en anions. D'accord? Donc, le Cl- est le plus abondant. Ici, on ne voit pas bien. Bon. Liquide extracellulaire. Cation. Liquide extracellulaire, on a cation. Cellulaire, effet Donan. Bon. Le côté là-bas, on a dit que c'était approximativement les mêmes. Mais quand on regarde au fond, on voit que ici, on a les cations sont un peu plus abondants au niveau plasmatique qu'au niveau interstitiel. En fait, c'est un peu... Ici, d'abord, on dit qu'ils ont pratiquement les mêmes. D'accord? Mais quand on interprète dans le fond, on trouve une légère différence. D'accord? Et cette légère différence doit s'expliquer aussi sur... Voilà. Donc, on dit cela est dû à l'effet Donan. L'effet Donan, c'est très important. Si vous voyez que ça a été mis en rouge ici, et que le fait Donan est très important.
devant, on va encore plus expliquer. Liquide extracellulaire, équilibre de Donan. D'accord. L'équilibre de Donan, c'est quoi? Protéines du plasma ont une charge nette négative. Attire les cations en excès des cations dans le plasma. Et repousse l'anion, d'anion, moins d'anions dans le plasma. Ne traverse pas la paroi capillaire. Compensation par concentration en d'autres anions HCO3- bicarbonate dans le liquide interstitiel. Donc, liquide extracellulaire, équilibre de Donan. Protéines du plasma ont une charge nette négative. On va redessiner un peu pour que vous puissiez comprendre. Je crois que devant même c'est bien expliqué devant, mais vous donnez un avant-goût pour mieux continuer. D'accord? D'accord. Donc voici le capillaire qui est là. D'accord? Dans lequel on aura, voici le vaisseau qui est là, le vaisseau sanguin, dans lequel on aura le plasma. Dans lequel on aura le plasma. Dans lequel on aura le plasma. D'accord? Et dans ce plasma-là, on a les protéines dans ce plasma. Dans ce plasma-là, on a les protéines à l'intérieur. On a les protéines dans ce plasma. On a la protéine dans ce plasma. D'accord? Ont une charge négative. Ça, c'est un peu la physique. Charge négative et charge positive se repoussent. Donc ici, on a une charge négative. On a une charge négative ici au niveau des protéines qui se trouvent dans le plasma. D'accord? Mais sachant aussi que la paroi des capillaires est aussi faite de protéines, donc on aura aussi des charges négatives sur la paroi aussi des capillaires, la paroi aussi des vaisseaux sanguins. On aura aussi des charges négatives là-dessus. Or, en physique, on nous dit deux charges négatives se repoussent. D'accord? Deux charges négatives se repoussent. Donc, les protéines qui se trouvent dans le plasma ne sortiront pas, ne sortiront pas au travers des capillaires. C'est ça qui explique un peu le fait Donan. Donc, on dit ici, les protéines du plasma ont une charge négative, une charge nette négative. Attire les cations, excès de cations dans le milieu plasmatique. Ok, on va gommer ça pour mieux vous expliquer. Donc, d'accord. D'accord. Donc ici, puisque cette paroi des capillaires est aussi faite de protéines,
Cette paroi des vaisseaux, c'est de la chair, et la chair est faite de protéines. Et les protéines aussi qui se trouvent dans le plasma aussi. Donc, puisque les protéines sont tous chargées négatives, donc on aura une répulsion des protéines. Deux charges négatives se repoussent. Par contre, dans le milieu interstitiel ici, on a les cations qui sont ici. On a les cations ici. On a les Ca2+, on a les Mg2+, on a beaucoup de cations ici. D'accord? Dans le milieu interstitiel, on a beaucoup de cations. Donc, ce plasma qui est rempli de protéines, qui ont des charges négatives, vont attirer ces cations-là vers le plasma qui se trouve dans le liquide, vers le plasma qui se trouve dans les capillaires sanguins, qui se trouve au niveau des vaisseaux sanguins. Puisque ici, ils sont chargés négatifs et ici, ils sont chargés positifs. Donc, on aura une attraction ici. Mais par contre, repousse les anions, c'est-à-dire par contre, va repousser les Cl- se trouvent ici. Et même les protéines, même les protéines chargées négatives aussi qui se trouvent ici, vont être repoussées. Ils ne vont pas rentrer au niveau du plasma. Parce que dans le plasma, on a les protéines qui sont chargées négatives là-bas, négativement là-bas. Donc, les protéines et les anions qui se trouvent en dehors ici des capillaires sanguins, on dirait aussi des vaisseaux sanguins qui se trouvent dans le milieu interstitiel, ne pourront pas rentrer dans le plasma. Parce qu'en réalité, la paroi même des vaisseaux sanguins est faite de protéines. Et donc ces parois-là sont chargées négativement. Et encore de plus, les protéines qui se trouvent dans le plasma ici sont aussi chargées négativement. Donc du coup, charge négative ici et charge négative ici vont toujours se repousser. En fait, c'est ça qui exprime l'équilibre de Donan. C'est ça qui est l'équilibre de Donan que depuis là on explique. D'accord? Donc on vient ici, repousse les anions, moins d'anions dans le plasma. C'est-à-dire que ici les Cl-, les Cl-, puis quoi encore, les H, les H, les Cl-, les HPO4-, n'aura pas beaucoup de chances de rentrer dans le plasma en fait. Parce que on a des charges négatives là-bas, des charges négatives dehors. C'est pas possible que deux charges négatives font bon ménage. Ok? Ne traverse pas les parois capillaires. Compensation par la concentration d'autres anions HCO3 dans le liquide interstitiel. Donc ici, on aura d'autres anions ici dans le liquide interstitiel, HCO3 ici, qui vont compenser en fait l'équilibre. Liquide extracellulaire. Ici, ça, ce sont les substances non électrolytes. Les substances électrolytes, c'est les substances qui sont chargées. Retenez que les substances électrolytes, c'est les substances qui sont chargées. Substances électrolytes. Les substances électrolytes, c'est les substances qui sont chargées. Donc ici, substances non électrolytes. On a le glucose, on a le lactate, on a l'urée. D'accord? On voit que ici, les substances non électrolytes, ils ne sont pas chargés. Donc, eux, ils n'auront pas à faire l'équilibre de Donan. C'est-à-dire, on va repousser ceux qui ont les charges négatives, on va attirer ceux qui ont les charges positives. Puisque les non électrolytes ne sont pas chargés. Donc, ils ne participeront pas à l'effet Donan. Concentration identique au niveau du plasma qu'au niveau de l'interstitiel. Voilà. On vient ici.
Liquide intracellulaire, cation, anion. Depuis tout ce temps, on était ici. On était dans le milieu extracellulaire. Ici, on a eu extracellulaire ici. Encore extracellulaire ici encore. Extracellulaire ici encore. Et maintenant, on passe maintenant au milieu intracellulaire. Okay. Le milieu intracellulaire, c'est un seul bloc. Hein. On va parler de milieu interstitiel, de milieu plasmatique. Non. C'est le milieu extracellulaire qui est divisé en milieu interstitiel et en milieu plasmatique. Le milieu intracellulaire, c'est un seul bloc. Et je rappelle que le milieu intracellulaire a plus de volume que le milieu extracellulaire. Le milieu intracellulaire a plus de volume liquidien que le milieu extracellulaire. D'accord? On reprend ici pour que vous puissiez bien voir les différents volumes. Peut-être il ne s'agit pas de courir pour courir, mais il s'agit d'expliquer pour que la compréhension soit vraiment grande. Le milieu intracellulaire ici, on a 28 litres. Et le milieu extracellulaire, on a 14 litres. D'accord? Donc, c'est aussi arrêté. Le milieu intracellulaire. Le milieu intracellulaire, nous avons les cations, nous avons aussi les anions, comme de l'autre côté là-bas. D'accord? Mais on voit qu'au niveau du milieu intracellulaire, les cations, on a plus de cations que le milieu. On a plus de cations que d'anions au niveau du milieu intracellulaire. C'est bien visible. Hein? On voit que ici, le potassium, on a 140. Le chlore, on a 4. Le magnésium, on a 20,2. Le bicarbonate, on a 10. Ainsi de suite, on voit que c'est un peu grand. À part les anions protéiques ici, qu'on a 4. Et ici, on a 0. Donc, le potassium et le magnésium, les plus abondants. C'est bien visible. Hein? 140 et 200 et 20,2. D'accord. Le potassium et le magnésium sont les plus abondants du milieu intracellulaire. Les protéines et le phosphate sont plus abondants. On ne voit pas bien, mais je vais réécrire en haut ici. La protéine. La protéine et le phosphate sont plus abondants dans le milieu intracellulaire que le milieu extracellulaire. La protéine et le phosphate sont plus abondants dans le milieu intracellulaire que dans le milieu extracellulaire. Ça, c'est la remarque qu'ils ont fait et c'est à retenir. Ici, le phosphate ici, dans le milieu intracellulaire, on a eu combien? On a 11. Les anions protéiques dans le milieu intracellulaire, on a 4. Allons-y voir dans le milieu extracellulaire derrière. Pour comprendre cette comparaison qu'ils ont fait. La protéine au niveau du milieu extracellulaire,
on a 0,2. Le phosphate, l'acide phosphorique, ça on appelle phosphate, tout ça. Au niveau du milieu extracellulaire, on a ici 2 dans l'interstitium et on a 2 dans le plasmatique. Les protéines au niveau du milieu extracellulaire, on a 1,2 dans le plasmatique et 0,2 et 0,2. On a 1,2 dans le plasmatique et 0,2 dans l'interstitium. Par contre, au niveau du milieu intracellulaire, on avait 11 pour l'acide phosphorique et 4 pour les protéines dans le milieu intracellulaire. Donc, c'est pourquoi on a dit que l'acide phosphorique, on a dit le phosphate, est plus abondant. Le phosphate et les protéines sont plus abondants dans le milieu intracellulaire que dans le milieu extracellulaire. D'accord? Donc, ça peut nous faire comprendre ici que, en réalité, les protéines sont fabriquées dans les cellules. Ça, si vous prenez note, écrivez ça quelque part. Les protéines sont fabriquées dans les protéines. Les protéines sont fabriquées dans la cellule. Raison pour laquelle les protéines sont les plus abondantes au niveau du milieu intracellulaire. La concentration en soluté d'un compartiment définit son osmolarité. La concentration en soluté d'un compartiment définit son osmolarité. Bon, il est bientôt, on va faire bientôt 2 heures de cours. Je crois bien que l'osmolarité et les échanges, on fera dans un autre cours pour alléger un peu la durée des cours en fait. D'accord? Parce que là, c'est des explications qui sont encore un peu plus complexes par rapport à ce qu'on a déjà fait. En tout cas, vraiment, je vous invite à ne pas rater le prochain cours sur les échanges au niveau de l'osmolarité, qui est aussi un point vraiment très sensible et qui constitue vraiment de nombreuses questions pour le concours, passé en 2e année de médecine. Et donc vraiment, je vous invite pour la prochaine vidéo sur la concentration en soluté d'un compartiment défini et qui définit son osmolarité. D'accord? Vraiment, merci vraiment d'avoir été attentif. Vraiment pour toutes vos préoccupations et vos incompréhensions. Écrivez-moi dans les commentaires et dites-moi votre préoccupation pour que ensemble on puisse vous répondre et apprendre aussi encore avec vous. Vraiment, je vous dis grand merci. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne pour en fait ne pas manquer les autres cours à venir qui sont aussi très importants. Parce que là, vous voyez qu'on prend la peine de bien expliquer. On pose les fondements. On explique tout. On fait beaucoup de schémas, beaucoup d'illustrations. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de faire le boileau. Il s'agit de comprendre en fait. Quand tu comprends, la connaissance due par rapport à celui qui n'a pas compris, mais qui a peut-être pris le superflu. Voilà. Vraiment, on va en profondeur pour que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi, vraiment, je vous invite à ne pas rater les autres. Vraiment partager et inviter d'autres de vos camarades aussi à suivre. Vraiment, merci. On est à la prochaine. On est ensemble.